Bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin, si nombreux. On est très 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 honorés de vous accueillir aujourd'hui à Courbevoie, dans cet immeuble Workstation. Donc vous voyez, c'est un endroit très sympa. Donc on organise généralement assez souvent des événements, des conférences. Donc merci d'être là aujourd'hui. Et merci d'être là aujourd'hui pour échanger sur la question qui se propose à nous naturellement, la marque employeur. Donc ça, on le verra aujourd'hui avec des intervenants de renom. Donc cet événement est organisé en partenariat avec Claire Guillemin-Deschamps, des Nouveaux Pouvoirs. Donc je tenais à la remercier tout particulièrement pour son expertise, ses connexions, sa bienveillance, son temps. Je voulais qu'on l'applaudisse, qui est là. Donc merci Claire. Donc ce matin, c'est un moment d'échange. Donc l'idée, c'est de s'arrêter un peu sur cette notion de marque employeur avec des experts, voir en quoi ce dispositif est de plus en plus décliné dans les entreprises. Pourquoi c'est important d'être engageant, fidélisant et attractif surtout. Donc voilà le cœur du débat de ce matin. Donc avant d'introduire nos conférenciers ce matin, donc on va échanger rapidement avec Claire sur la notion de marque employeur, mais de manière, je dirais, macro. Donc avant de voir comment les différentes entreprises présentes aujourd'hui déclinent la leur dans leur structure. Donc on va voir un peu leur stratégie. S'ils ont des secrets cachés aussi à nous divulguer. Donc voilà un peu la structure de la matinée. Donc on va commencer avec Claire. Donc Claire, on va s'asseoir. Donc l'idée c'est de voir de quoi on parle ce matin. Donc aujourd'hui on parle de marque employeur. C'est vrai, Claire, que cette notion, aujourd'hui, il n'y a pas une une semaine sans qu'on tombe sur un article sur LinkedIn, sans qu'on en entende parler. Donc aujourd'hui, dans un marché concurrentiel, qu'est-ce qu'on met derrière? Quel mot on met derrière la notion de marque employeur aujourd'hui? Déjà quand même, merci Nassim. Merci de à la fois m'avoir fait participer à cet événement. Évidemment... Quand tu m'as appelé pour faire un sujet sur la marque employeur, c'était assez évident que ça allait me passionner. Résultat, qu'est-ce qu'on met derrière la marque employeur ? Pour moi, la marque employeur, je dirais déjà, c'est la capacité à engager et à attirer les talents. Je mets le mot engager volontairement en avant parce que souvent on dit la marque employeur c'est pour attirer. C'est vrai, mais en fait, pour moi, il faut d'abord que ça serve l'interne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que la marque employeur, en fait, c'est un volet de la communication globale d'une entreprise, au même titre que la communication financière, la communication commerciale, corporate, etc., etc. Et le petit challenge sur la marque employeur, c'est que on est dans Inspiration RH, donc en effet, on parle de RH, mais on parle aussi de communication. Et en fait, c'est arrivé, c'est une matière, on va dire, qui est sur deux jambes, les RH d'un côté et la communication de l'autre. Et c'est ça aussi qui fait une matière passionnante. Ok. Donc, tu as pu travailler avec plusieurs compagnies, plusieurs entreprises de secteurs différents. Du coup, est-ce que, malgré la diversité des secteurs, les enjeux sont les mêmes sur la question de la marque employeur? Alors non, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aujourd'hui on a un panel d'entreprises qui est très varié, parce que moi-même j'ai fait du petit équipement ménager, ce qu'on appelle FMCJ, de l'assurance, de la logistique, etc. Et en fait à chaque fois il y a des problématiques différentes. La logistique par exemple, c'était un secteur que personne ne connaît, donc il y avait vraiment les dimensions faire connaître le secteur, à quoi ça sert, c'était avant le Covid. Le FMCJ, petit équipement, c'était dans le groupe SEB. C'est un groupe avec plein de marques différentes et en fait on considère pas le groupe en tant qu'employeur. On connaît les marques mais on sait pas à quel groupe c'est rattaché derrière, donc c'est faire vraiment connaître le groupe en tant que tel.
Et puis après, j'ai travaillé dans l'assurance. Il y a quelques personnes ici qui ont travaillé dans l'assurance aussi. Et en fait, l'assurance, par exemple, ce qu'on disait, c'est que personne rêve d'être conseiller commercial quand il a 5 ans. Beaucoup rêvent d'être pompier, d'être médecin, etc. Donc il y a quand même un vrai travail d'arriver à donner envie de rejoindre ce métier. Donc à chaque fois, c'est des challenges différents et c'est ça aussi qui fait la richesse du métier. Très bien. Donc en quelques mots, selon toi, pourquoi les entreprises doivent investir aujourd'hui la marque employeur, même si on le voit très bien, le marché se tend? Ouais, tout à fait. Hop. Thank you. Merci. Ouais, tout à fait. Le marché se tend et souvent on se dit et on y reviendra aussi, c'est souvent un coût d'investir sur des sujets comme ça. Et donc, comme le marché se tend, on va plutôt regarder un peu à resserrer les budgets. Et en fait, c'est presque un peu l'inverse qu'il faut faire. Il faut arriver aussi à travailler en sens en entreprise parce que c'est des sujets qui prennent du temps, parce que ça met minimum 3 ans, 4 ans pour que les gens vous connaissent, pour que les gens arrivent à penser à vous. Pour aussi, dans ces moments tendus, resserrer en interne, que les gens aussi soient fiers de travailler pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent et que tout ça, en fait, fasse sens. Donc, plus que jamais, en fait, c'est des moments sur lesquels il faut vraiment penser un peu long terme, pas toujours que sur du court terme, à se dire, j'ai pas besoin de recruter, donc résultat, je vais pas investir sur ces sujets-là. C'est presque un peu l'inverse qu'il faudrait arriver à faire. Parfait. Donc, merci Claire. Donc, qui de mieux que nos 3 experts ici présents pour en parler. Donc, nous allons accueillir ici sur la scène Samira Chekar-Lefrançois, donc, qui est directrice de la stratégie, du coup je t'ai pris ta place, de la stratégie recrutement et de la marque employeur et la gestion des talents chez SPI Batignolles. Kamel Medjabra, qu'on ne présente plus, qui est directeur de la marque employeur de chez L'Oréal France, et Valérie Gary, qui nous a rejoint en plein vol. Donc je la vole à Kamel, celle-là. Qui est responsable de la marque employeur et des relations écoles chez Air France. Donc, je vous laisse la parole et merci d'être là. Merci Nassim. Vous avez tous un micro? Non, il faudra se passer les micros, je pense. Okay. Il y en a qui achètent, je crois. Ouais. On se passera les micros. Donc un grand merci à tous les 3 déjà d'être venus. C'est vraiment chouette d'avoir 3 belles entreprises françaises en plus sur ce plateau ce matin. Pour ce premier Inspiration RH. La première question que je vais vous poser, c'est évidemment vous présenter rapidement, que vous aussi vous donniez votre petit mot sur la marque employeur et que vous nous disiez aussi si la marque employeur c'est RH ou pas. Samira, tu as un micro, tu vas commencer, puis je vais passer le micro là-bas après. Ok, ça marche. Merci Claire pour l'invitation, merci Nassim également pour cette invitation. Je suis ravie d'être présente parmi vous aujourd'hui pour évoquer ce sujet qui me passionne. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis Samira Chekar-Lefrançois. Ça va faire 15 ans que j'évolue sur ce sujet de la marque employeur. J'ai démarré chez Mazars pendant presque 7 ans au cabinet d'audit et de conseil. Donc c'est là où j'ai tout appris. Mazars était vraiment précurseur sur ces sujets en 2010-2015. Lorsqu'on parlait de marque employeur, ça résonnait pas beaucoup chez les RH et encore moins dans le service communication. Donc c'est effectivement à partir de ce moment-là que la notion de marque employeur a commencé à émerger et que j'ai pu en tout cas appréhender le sujet chez Mazars. J'ai ensuite j'ai intégré ensuite le secteur de l'agroalimentaire et celui du BTP chez Colas et maintenant chez SPI Batignolles. Donc le secteur du BTP, c'est un secteur très passionnant parce que la problématique de la marque employeur n'est pas à son niveau de maturité comme on pourrait le retrouver dans d'autres entreprises et dans d'autres secteurs d'activité. Et c'est finalement cette complexité de la marque employeur que moi j'aime aller chercher du coup en entreprise et notamment dans le secteur du BTP. Donc la marque employeur, si je devrais répondre à ta question, qu'est-ce que ça évoque là comme ça en quelques mots? Pour moi c'est du défi. C'est du défi. Chez Mazars à l'époque c'était d'expliquer ce qu'était de la marque employeur et aujourd'hui chez SPI Batignolles,
c'est d'évangéliser entre guillemets cette notion de marque employeur auprès des parties prenantes et ensuite de remporter ce défi pour pouvoir effectivement la déployer auprès de nos talents potentiels. Donc voilà, pour moi, la marque employeur aujourd'hui, c'est un défi, c'est une composante, comme l'a très bien expliqué Claire, d'une communication. Il n'y a pas que la marque employeur, il y a aussi la marque institutionnelle, la marque commerciale. Et donc l'idée pour moi, en effet, c'est de remporter ce défi dans un secteur d'activité qui n'est pas si facile que ça sur ce sujet. Merci Samira. Bonjour à tous. Merci la ville de Courbevoie. Merci Claire de m'avoir invitée last minute, mais c'est avec grand plaisir. Donc Valérie, je suis donc responsable de la marque employeur à Air France. Juste pour me présenter un petit peu, moi j'ai commencé, j'ai un parcours client à la base pendant 10 ans, donc au contact des clients des compagnies aériennes, et j'ai aussi un parcours donc un peu plus opérationnel dans les aéroports pour faire partir les avions à l'heure, rerouter les passagers en cas d'annulation, vous voyez, enfin tout le côté opérationnel et client. Ensuite, j'ai souhaité me reconvertir dans les ressources humaines, donc ça fait à peu près 15 ans que je suis dans les ressources humaines maintenant, avec un parcours différents métiers dans les RH, et après 5 ans au recrutement, j'ai intégré la marque employeur. Et en fait, pourquoi la marque employeur ? Parce que finalement, mon parcours client m'a vraiment donné un mindset client, orientation client, orienté solution, opérationnel. Et effectivement, quand je suis arrivée dans les RH, tout de suite, j'ai voulu que ça bouge. J'ai voulu avoir une relation de client à client, que ce soit en interne et en externe. Et du coup, la marque employeur venait vraiment répondre à ça. Sinon, la marque employeur à Air France, et enfin de façon générale, après on abordera plus Air France, mais de façon générale, je dirais, pour faire simple, que c'est ce qu'on va retenir, c'est ce qu'on les salariés, les collaborateurs en interne, en externe et les candidats vont retenir de l'entreprise lorsqu'ils vont parler de l'entreprise, lorsqu'ils vont raconter leur expérience. Et je dirais que ça va au-delà du métier même qu'ils sont en train de pratiquer, ça va au-delà du salaire. Finalement, quand on parle d'une entreprise, on parle de son environnement de travail, on parle de l'ambiance, on parle de la culture, on parle éventuellement de son évolution, de sa progression. Et ben, c'est tout ça, finalement, la marque employeur, c'est ce qu'on va aller raconter à l'extérieur aux autres. Voilà, pour résumer. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'intervenir à vos côtés. Toujours sympa de parler des sujets qui nous passionnent. Moi, cette passion pour la marque employeur, je l'ai développée chez Decathlon, où j'ai passé 10 années de ma vie, où j'ai eu un parcours business au départ. Et un jour, donc le DRH m'a appelé, c'était en 2018. Il m'a dit « J'aime beaucoup ce que tu fais sur LinkedIn. Tu n'es pas payé pour et tu as l'air de t'éclater à le faire. Est-ce que tu aimerais bien le faire ?» J'ai dit « Pourquoi pas ?» Donc, je suis monté dans le Schnorr, donc à Villeneuve-d'Ascq, où est situé le siège de Decathlon. On a commencé à professionnaliser la marque employeur. Et donc, j'ai été directeur du recrutement et de la marque employeur pour Decathlon en France. Et puis, le 1er février 2024, donc ça fait 1 an et 13 jours aujourd'hui, très précis. Je compte plus le nombre de cafés, mais ça, j'arrive encore à suivre. Le nombre de jours que j'ai rejoint le groupe L'Oréal pour m'occuper de la marque employeur sur le territoire français, où on est 15 500 collaborateurs, voilà, et 90 000 dans le monde. Moi, la marque employeur, alors, ce qui est intéressant, alors déjà, j'essaye, c'est pas évident, mais d'arrêter de parler de marque employeur et plutôt de parler de communication employeur. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une seule marque, si je prends l'exemple de L'Oréal ou de Decathlon avant, on a une marque d'entreprise et toutes nos actions employeurs de communication, mais pas que, parce qu'on y viendra, c'est pas que de la com, heureusement d'ailleurs, c'est aussi beaucoup de concret en interne pour mobiliser les équipes et créer des expériences sympathiques. Et donc c'est important de parler de communication employeur ou de facette employeur de la marque, parce que la communication employeur vient nourrir la réputation de l'entreprise de manière globale. Ça, c'est hyper important. Et pourquoi je le dis ? Parce que tout commence par ça, au niveau des réflexions, du positionnement de nos sujets employeurs dans nos entreprises.
Et au niveau des budgets aussi, dès qu'on montre qu'il y a un impact sur la réputation, tout de suite, ok, donc ça va être un sujet quand même intéressant à prendre. Donc voilà, c'est pour ça que je parlerai plus de communication employeur et comment elle sert une marque globale et répond aux enjeux de réputation d'une marque dans sa globalité. On en discutait ce matin avec Samira notamment en se disant, voilà, il y a 3 facettes, la facette institutionnelle corporate, la facette commerciale et la facette employeur qu'il ne faut pas négliger. Et on est là pour ça d'ailleurs. Donc, si on parle du volet employeur de la marque, ça serait quoi pour chacun d'entre vous vos enjeux en fait selon vos secteurs? Parce que comme on le voit, vous avez des secteurs hyper différents. Ça serait quoi les enjeux de chacun? Peut-être Kamel, tu peux enchaîner puis je peux enchaîner, passer le micro, tout à fait. Alors, un enjeu, en arrivant chez L'Oréal, je pensais que j'allais trouver une organisation très processée. C'est l'image en tout cas que je me faisais de L'Oréal. Et le premier jour, dès que je suis arrivé, on m'a dit Kamel, L'Oréal, c'est people, people, people over processes. Ça veut tout dire. Hein. J'ai vite compris que finalement pas du tout. et qu'il fallait justement mobiliser les gens, aller à leur rencontre, se connecter avec cette culture du networking qui est très forte chez L'Oréal, que j'adore et que j'affectionne d'ailleurs pour le coup. Et donc, il y a cet enjeu déjà d'éduquer en interne et de se dire c'est quoi la marque employeur, quel est le frame, on parle de frame chez L'Oréal, quel est le cadre, voilà, qu'est-ce qu'on intègre dans la marque employeur, parce qu'on peut très vite finalement se tromper, soit d'un côté comme de l'autre, soit le réduire ou soit l'agrandir et l'élargir. Voilà, c'est important de dire qu'est-ce qu'est la marque employeur, quel est son périmètre, quel est le champ d'action et qu'est-ce qu'il sert, quels sont les indicateurs. Donc ça, c'est le premier travail qui est hyper fort. Ensuite, c'était marrant parce que moi, ça fait 1 an et 13 jours, vous vous souvenez, que je suis arrivé chez L'Oréal. Il y a ce décalage entre la perception et la réalité. Alors par chance, la réalité est bien meilleure que la perception. Voilà, donc ça c'est super. Et donc ça veut dire qu'on a un vrai enjeu pour montrer ce qu'est le vrai L'Oréal. Alors L'Oréal, oui, vous connaissez nos marques et encore, je pense que vous ne les connaissez pas toutes. Hein. Voilà, moi j'ai découvert que Lancôme, Yves Saint Laurent, que mon parfum Yves Saint Laurent c'était L'Oréal, ça je l'ai découvert en arrivant. Je ne savais pas du tout. Voilà, bon, une fois que vous avez découvert ça, que vous connaissez les 4 divisions de L'Oréal, les produits, vous dites, bon, mais c'est quoi L'Oréal ? Concrètement, qu'est-ce qu'est L'Oréal ? Qui nous sommes ? Quel est notre ADN, notre culture d'entreprise ? Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est des choses qu'on ne perçoit pas forcément en externe. Et tout l'intérêt, l'enjeu, ça va être de communiquer ça en externe, en restant bien évidemment authentique, sincère. Et l'enjeu, aujourd'hui on le sait, avec LinkedIn qui a changé d'algorithme en fin 2023, aujourd'hui les comptes entreprises ne sont pas très bien valorisés. Et c'est les comptes personnels, les comptes de nos collaborateurs qui sont bien valorisés. Donc c'est comment avoir 15 500 ambassadeurs de L'Oréal en France pour pouvoir exprimer avec sincérité, authenticité ce qu'ils vivent ou ce qu'elles vivent au quotidien. Donc c'est ça les réels enjeux, leur donner le micro, ce micro-là, et leur permettre de raconter leurs belles histoires pour aligner la perception avec la réalité. Valérie ? Oui, voilà, merci. Alors, les enjeux du secteur, alors Air France, donc secteur de l'aérien, les enjeux sont divers. Premièrement, effectivement, une entreprise qui pollue aujourd'hui, c'est forcément un peu mal vu. Donc, on a vraiment un travail à faire au niveau de la marque employeur sur ce sujet-là pour rassurer, pour informer, pour faire de la pédagogie. Ça, c'est très important. Donc ça, un fort enjeu, on s'aide bien sûr de la marque et on s'aide de notre direction du développement durable. Mais ça, très important, notamment vis-à-vis des étudiants, des ingénieurs, des écoles de commerce, des universités, qu'ils comprennent bien dans quel secteur ils souhaitent intégrer. Il faut que ces jeunes aient une vision réaliste du secteur, un secteur qui se transforme. Donc ça, c'est un levier qui est très important au niveau de notre marque employeur. On a un deuxième levier également, un deuxième enjeu important, c'est que Air France, compagnie aérienne, forcément avec une marque qui rayonne à l'international, quand on pense Air France, je pense que vous aussi, vous allez penser à pilote, hôtesse de l'air, peut-être agent d'escale et peut-être mécanicien. Et encore, ça serait déjà un très bon point. Mais voilà, Air France... finalement souffre entre guillemets de sa notoriété en tant que compagnie aérienne et finalement on ne connaît pas tous les autres métiers qui sont un petit peu dans l'ombre. Donc mon travail avec les équipes, c'est effectivement faire découvrir tous les métiers d'Air France, tous les métiers de la maintenance, du cargo, de la logistique qu'on ne voit jamais.
Donc ça c'est important et c'est pour ça qu'à travers cet enjeu, notre rôle c'est de présenter Air France comme un acteur, comme un leader de l'aéronautique, de l'industrie aéronautique et non pas que comme une compagnie aérienne. Ça, c'est un deuxième enjeu. Troisième enjeu qui est lié à l'industrie et au secteur de l'aéronautique, c'est la féminisation de nos métiers. On a 45% de femmes à Air France, donc on se dit, c'est plutôt bien, hein, on a une parité plutôt équilibrée. En fait, selon les métiers, ça change énormément, bien entendu. Vous pouvez imaginer qu'au niveau des pilotes, on est à 9% de femmes. Au niveau de la maintenance, on est à peu près à 20-25% de femmes. Donc, on a de vrais enjeux de féminisation sur nos métiers techniques. Donc là, encore une fois, un enjeu de communication, un enjeu avec des actions concrètes. Et un quatrième enjeu, c'est Air France est perçu, encore une fois, parce que c'est grâce, j'ai envie de dire, à sa marque qui est très puissante, peut paraître élitiste. Effectivement, on pense souvent à Air France, on n'arrivera jamais à rentrer Air France, les tests sont trop durs, c'est pas fait pour moi, j'ai pas fait les bonnes études. Et en fait, on veut un peu casser cette image d'élitisme tout en gardant notre positionnement premium. C'est là où tout l'équilibre est à faire pour que, que tout le monde que tout le monde puisse tenter sa chance, parce qu'au final, on n'est pas élitiste dans notre sélection. On a besoin de tous les profils, de tous les diplômes et dans toutes les compétences et dans toutes les personnalités. Donc ça, c'est un travail qu'on doit faire, casser l'élitisme, mais tout en gardant cette excellence, l'élégance, le plaisir, le respect, que sont les valeurs d'Air France. Et donc, concernant SPI Batignolles, entreprise du BTP, donc le BTP, c'est un secteur que vous connaissez, j'imagine, avec différents défis autour de la marque employeur. Le premier, déjà, c'est tout simplement ce secteur d'activité. Un secteur d'activité qui n'est pas si attractif par rapport à un L'Oréal ou à Air France, qui est lié à la marque. SPI Batignolles, quand on pense à SPI Batignolles, si on connaît déjà SPI Batignolles, parce qu'on a un enjeu aussi de notoriété concernant la marque employeur de SPI Batignolles, on ne pense pas spontanément quand on pense au BTP, à SPI Batignolles. On pense peut-être à Bouygues, à Eiffage, à Colas, à Vinci. SPI Batignolles arrive derrière. Donc on a déjà ce premier enjeu de notoriété, faire connaître la marque SPI Batignolles auprès des candidats. Quand on a fait ce travail de notoriété, de faire connaître cette marque auprès des candidats potentiels qui souhaiteraient rejoindre le secteur du BTP, c'est de se dire SPI Batignolles, c'est qui par rapport à tout ça ? Et comment on se situe par rapport à ces majors et puis à ces plus petits ? Alors moi, j'ai tendance à dire il faut qu'on trouve ce positionnement. SPI Batignolles, c'est le plus grand des plus petits et c'est le plus petit des plus grands. Aujourd'hui, on veut quel positionnement ? Où est-ce qu'on veut aller ? Est-ce qu'on veut faire la course à l'échalote en essayant d'atteindre les majors, ou au contraire, est-ce qu'on se dit on est bien à ce positionnement-là et c'est ce qu'on va capitaliser aujourd'hui ? Et c'est là où la marque employeur, finalement, aura tout son sens, parce que c'est à ce moment-là où on aura déterminé en interne, et là c'est vraiment l'enjeu le principal, c'est en interne décider ensemble, avec les collaborateurs, où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on veut se situer demain. Et si on veut garder cette ligne de crête, c'est là où la marque employeur, on va pouvoir la déployer auprès des candidats. Donc aujourd'hui, SPI Batignolles, son enjeu, c'est effectivement cet enjeu de notoriété, donc de la marque, de son positionnement. Donc on est vraiment dans une logique de marketing RH. Et puis derrière aussi, c'est de réussir à embarquer nos collaborateurs en interne autour de ce positionnement-là. Donc d'embarquer les collaborateurs, c'est compliqué parce qu'on est dans le secteur du BTP. Il n'y a pas des marketeurs, on n'a pas une population com. Ils n'ont pas cette affinité avec ces sujets-là. On a affaire à des ingénieurs 90% du temps qui sont sur le terrain. Donc c'est un métier qui n'est pas du tout attractif, le BTP. Être en grand déplacement, travailler les week-ends, lorsqu'on propose ça à un candidat, tout de suite, ce n'est pas ce qu'il imagine. Donc là aussi, il faut réussir à faire en sorte que nos métiers soient valorisés auprès de ces candidats et qu'en interne, on ait des ambassadeurs pour valoriser ces métiers, parler de leur expérience. Qu'est-ce qui, finalement, le matin, ils se lèvent et ils vont prendre leur camionnette pour aller sur un chantier à 1 degré dehors. C'est pas évident. Donc, mais les ambassadeurs, en tout cas, qui sont chez SPI Batignolles, le défi pour nous, c'est que ce sentiment de fierté, ils puissent en tout cas le déployer à l'externe. Et pas que sur les réseaux sociaux. Tout se joue pas sur les réseaux sociaux. Nous, on est dans le BTP sur du terrain, en fait. Tout se joue, en fait, par réseau, par bouche à oreille. Lorsqu'on recrute, on a 1500 recrutements par an environ chez SPI Batignolles. La première source de sourcing, c'est la cooptation. Et c'est pas la cooptation digitale, non, c'est de la cooptation de je connais un tel qui connaît un tel, qui m'a donné son CV et qui aujourd'hui rejoint le chantier.
Et ça, finalement, cette cooptation, j'ai envie de dire, un peu informelle, qui se fait entre les collaborateurs et leur entourage proche, nous, on doit capitaliser dessus en termes de marque employeur. C'est comment valoriser ça aussi. Parce que ces collaborateurs contribuent finalement à cette marque employeur, la faire vivre, la rendre concrète. Et c'est là où aussi, il faut se dire qu'on doit les valoriser, de valoriser du coup ce qu'ils font pour l'entreprise. Et donc cette marque employeur, elle doit se construire autour de tout ça, de l'authenticité finalement de SPI Batignolles, qui n'est pas un mastodonte aujourd'hui du BTP, qui n'a pas une force de frappe aussi importante que d'autres entreprises en termes de marque, mais qui a une vraie carte à jouer en termes d'authenticité dans les relations interpersonnelles entre les collaborateurs et les candidats. Donc c'est là où finalement la marque employeur, on va pouvoir travailler autour de ça. Donc les défis sont multiples, on est sur différents métiers dans le secteur du BTP, c'est aussi faire connaître ces métiers, on a un enjeu de féminisation comme chez Air France qui est très fort, ça c'est lié pas qu'à SPI Batignolles mais dans le secteur du BTP de manière générale. L'idée pour nous, c'est pas de dire on veut atteindre 50% de femmes sur les métiers de chantier, on sait qu'on n'y arrivera jamais. Par contre, aller susciter des vocations, aller dans les collèges, dans les lycées, parler de la marque SPI Batignolles, de ses métiers et de cette marque employeur, du coup, là oui, ça peut faire sens et peut-être qu'on peut tendre effectivement à plus de femmes aujourd'hui dans le secteur du BTP et plus particulièrement chez SPI Batignolles. Donc voilà. Ouais, pour compléter, côté L'Oréal, alors effectivement, L'Oréal est reconnu, donc une marque commerciale hyper forte, industrie de la cosmétique. Donc on a un vrai enjeu d'attractivité de la jante masculine aussi, voilà, parce qu'on nous connaît à travers nos produits. Et donc on doit effectivement élever cette facette employeur de la marque pour montrer derrière aussi la diversité, l'ensemble des métiers. On dit souvent que L'Oréal est une boîte de marketing avec des marketeurs. En vrai, ça représente uniquement 10% de la population chez L'Oréal. Et les 90 autres, c'est toute la chaîne de valeur que l'on maîtrise avec les usines, les centrales d'approvisionnement, le sourcing, supply chain, la data, la tech. Il y a énormément de métiers, mais parfois qui sont insoupçonnés et insoupçonnables. Donc c'est un vrai enjeu, hein. Même si on a une belle notoriété derrière, on ne connaît pas forcément tous nos métiers. Et donc je disais, alors c'est marrant parce qu'on a des problématiques opposées. Donc on a un vrai enjeu d'attractivité de la jante masculine parce qu'on veut une diversité dans nos équipes comme dans toutes les entreprises. On est convaincu que c'est une richesse. Donc on se doit aussi d'aller attirer ces personnes, ces hommes qui ne pensent pas naturellement de manière organique à L'Oréal. Et donc c'est notre devoir d'aller les voir et de leur montrer justement qu'il y a une place aussi pour eux au sein de l'entreprise et qu'il y a de beaux parcours et de beaux métiers. Super, merci Kamel pour cet ajout. Samira, tu as prononcé un mot tout à l'heure qui était intéressant, qui est le marketing RH. Parce qu'en fait, souvent, quand on parle de marque employeur, on va aussi aller parler de marketing RH, un terme qu'on ne connaît pas, enfin qui est un peu des spécialistes, mais qu'on ne connaît pas forcément. Et avec ce terme aussi va le terme de proposition de valeur employeur, c'est-à-dire en fait ce qui va venir différencier chaque employeur sur sa spécificité, son unicité, sa science, quoi, vraiment la chose. Donc, ma question, vous me voyez venir, ça serait quoi sur chacun d'entre vous, justement, votre proposition de valeur unique? Pourquoi on vient chez Air France et pas à la concurrence? Pareil chez SPI, pourquoi chez SPI, pas chez Colas, etc., etc. Qui veut prendre la première? Bon, c'est parti. Donc pour répondre à ta question, pourquoi SPI Batignolles et pas chez Colas? Alors c'est difficile pour moi parce que je viens de chez Colas, donc voilà, je vais essayer. Alors Colas fait partie de Bouygues, donc c'est encore plus compliqué. Non mais voilà, blague à part, en tout cas, qu'est-ce qui différencie en tout cas un SPI Batignolles? Moi, du coup, j'ai vraiment un élément de comparaison avec un secteur d'activité similaire, une entreprise du même secteur. Moi, ce que je retrouve chez SPI Batignolles, qui marque la différence, c'est l'attachement qu'ont les collaborateurs à l'entreprise. On a une moyenne d'âge assez élevée chez SPI Batignolles avec un taux de fidélité très fort que je n'avais pas observé dans d'autres entreprises. C'est parce que les personnes s'y sentent bien. On est dans une entreprise familiale. Bon, c'est un peu galvaudé, mais c'est vraiment le cas. SPI Batignolles a un maillage national très fort. SPI Batignolles, c'est une entreprise très vieille aussi. Elle a 170 ans. Donc, c'est une entreprise qui s'est construite qui s'est développée par croissance externe, donc qui a racheté des petites entreprises locales en Normandie, dans la région Occitanie, dans le Nord. Et donc, il y a eu un tas d'attachement très fort finalement à ces entreprises locales qui sont connues. Et le souci qu'on a malheureusement, le pendant de ça, c'est que ces entreprises qu'on rachète au fur et à mesure, elles ont du mal à adhérer
au groupe Spivatignoles, à la marque du groupe Spivatignoles. Je me suis rendue en Normandie il n'y a pas si longtemps que ça, et je parlais avec des candidats, et je leur parlais de Spivatignoles. Ils me font Spivatignoles. Je fais oui, Valois. Il me fait ah oui, on connaît très bien Valois. Oui, enfin, sauf que Valois, c'est une toute petite entreprise, mais qui est un acteur majeur en termes de recrutement dans l'aménagement paysager et qu'on a racheté chez Spivatignoles et qui a un ancrage encore très fort. Et donc, on a des collaborateurs qui sont extrêmement attachés au groupe et encore plus finalement à l'entreprise locale et qui du coup sont fiers de travailler chez Spivatignoles. Et c'est là où aussi nous on doit valoriser ça, cet attachement qu'ont les collaborateurs à l'entreprise. À ces valeurs, je sais pas, parce qu'aujourd'hui on parle de valeurs, mais tout se confond, les valeurs de l'entreprise au global, est-ce qu'on parle des valeurs de la marque employeur et ses piliers, tout se mélange, c'est un peu confus. Et pour les collaborateurs, je pense qu'ils les connaissent même pas. Par contre, ils connaissent très bien leur patron, leur environnement, et ils sont attachés à ça concrètement. Et donc, nous, en termes de marque employeur, mon rôle en tout cas, c'est de valoriser ça et c'est de raconter une histoire autour de ça. C'est d'aller aller chercher ces histoires, pourquoi ça fait 30 ans, beaucoup, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont dans l'entreprise, ils ne bougent pas, ils restent dans l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, avoir un candidat, quand on lui dit tu vas rester 30 ans dans l'entreprise, c'est plus possible. Lui, il voit ça que comme une étape pour construire son employabilité et c'est normal et on est OK avec ça. Mais aujourd'hui, on a encore ces collaborateurs qui sont extrêmement attachés à l'entreprise et c'est ce qui nous différencie par rapport à d'autres dans le même secteur d'activité. Et notre mission aujourd'hui, le défi, c'est vraiment de raconter des histoires autour de ça. Alors, oui, et à Air France, effectivement, quand on parle d'EVP, moi, quand j'ai pris mon poste il y a un peu moins de 3 ans, tout de suite, on m'a dit bon, alors, c'est quoi l'EVP ? Il faut que tu travailles sur l'EVP. Voilà, c'était vraiment comme si c'était la priorité. Et en fait, donc, je me suis posé la question et je me suis dit, en fait, Air France, ce que Air France propose, on ne peut pas le réduire à un EVP. Air France, l'ADN d'Air France, c'est bien plus que ça. C'est une histoire, Air France est un petit peu dans le cœur de tous les Français, peut-être pour des vacances, des rapatriements. Petit clin d'œil. Enfin, Air France est intégré en fait dans la vie de nombreux Français, et en fait, on ne peut pas le réduire à l'EVP. Air France propose vraiment des styles de vie. Proposition de valeur Oui, en anglais, elle est bilingue. Donc oui, la proposition de valeur, voilà, proposition de valeur. C'est-à-dire voilà, des piliers sur lesquels, les points forts de l'entreprise qui rendraient l'entreprise plus attractive et différenciante. Mais finalement, nous, Air France, comme d'autres entreprises, on n'est pas les seuls, on propose des styles de vie, pas des métiers. Par exemple, 40% des salariés d'Air France sont des navigants, il y a des pilotes, il y a des personnels navigants, il y a tous les métiers de la maintenance qui sont dans les hangars, en horaire décalé, proche des avions. Voilà, il y a le cargo, donc là le cargo c'est au pied des avions, également ils chargent des palettes avec des voitures, des animaux, enfin c'est des styles de vie, c'est incroyable l'écosystème que confère Air France. Et donc c'est ça vraiment que finalement on souhaite mettre en avant, ces styles de vie et également le sentiment d'appartenance, puisque comme Spivatignoles, Air France, l'ancienneté moyenne à Air France est de 25 ou 30 ans d'ancienneté, et le taux de turnover, juste pour vous donner un chiffre, est de moins de 1% à Air France. Donc en fait le chiffre parle de lui-même. Quand on rentre à Air France, on se sent bien, et on évolue, et après on verra si on aborde on développe ce sujet-là, mais on a des carrières, il n'y a pas de routine, on est fier de son entreprise, et c'est pour ça qu'on va tout miser sur des ambassadeurs justement de la marque employeur, sur nos salariés, sur le sentiment d'appartenance. Et finalement, l'EVP, en fait, c'est tout ça, c'est nos salariés et nos styles de vie. Moi qui voulais tenter de te faire venir chez L'Oréal, 1%, donc aucune chance. L'EVP, donc l'Employee Value Proposition, c'est notre promesse employeur, c'est un engagement quelque part finalement qu'on prend, parce qu'on communique des choses, donc on se doit, nous, de vérifier que nos promesses sont bien les bonnes et qu'elles sont appliquées dès lors qu'on nous rejoint, du premier jour onboarding jusqu'au dernier jour, le offboarding. L'EVP se construit déjà sur la culture d'entreprise, hyper important.
sur la culture, sur l'ADN. C'est important de le faire ressortir, de le faire transpirer et d'indiquer. Donc, du coup, souvent, un EVP, c'est 3, 4, 5 piliers, 5 messages. Je te rejoins, on ne peut pas tout mettre, tout raconter à travers 5 messages. On en discutait ce matin avec Samira au café. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui communiquent sur leur EVP. On s'aperçoit globalement que c'est à peu près la même chose. Il y a un pilier sur le développement durable, côté sustainable, voilà, respect de l'environnement, super. Le deuxième, ça va être sur la diversité des profils, une place pour chacun, vous pouvez être vous-même. Le troisième, ça va être vous pouvez grandir, vous développer et avoir une carrière. Voilà, peu de choses près, c'est à chaque fois la même chose. Donc on tourne autour de ça. L'enjeu, donc la vraie difficulté, et comme on est beaucoup à communiquer, la marque employeur, il y a 6 ans, 7 ans, il y avait peu d'entreprises qui communiquaient encore. Et là, ça s'est nettement, ça a vachement accéléré. Alors, c'est pas le Covid forcément, mais juste après le Covid, là, on sent que tout le monde communique. Il y avait des grandes entreprises qui le faisaient, maintenant même des PME ou des petites entreprises qui s'y mettent. Donc tout le monde communique, ce qui crée de l'infobésité. Et finalement, ça devient difficile pour nous parce qu'on va communiquer, on va encore plus communiquer, encore plus, et tout le monde va encore plus communiquer. Mais après, quelle est la suite ? Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est dans les réflexions que l'on peut avoir, en tout cas que moi j'ai personnellement, c'est de se montrer l'unicité de nos entreprises et notre singularité. Si en un mot, je vous dis Spies-Batignolles, Air France ou L'Oréal, qu'est-ce qui ressort ? Qu'est-ce qui fait que nos entreprises sont singulières, uniques, reconnues pour... Et ça, c'est dur, parce que c'est facile à dire, mais c'est dur à identifier. Et moi, après 1 an et 13 jours, chez L'Oréal aujourd'hui, ce qui vraiment m'a marqué et me marque toujours aujourd'hui, c'est cette capacité à faire grandir des potentiels, des potentialités. On a un environnement complexe, riche, et qui est captivant, stimulant, et qui nous fait grandir automatiquement. Même si on n'a pas envie, on grandit. On grandit et on s'aperçoit avec des stagiaires et des alternants qui nous rejoignent chaque année. Ils nous disent merci, j'ai grandi, je suis passé par L'Oréal, j'ai été chez L'Oréal, et aujourd'hui j'ai développé, boosté mon employabilité, et je fais autre chose, et puis je reviendrai peut-être chez L'Oréal parce que j'en garde un souvenir génial. C'est ça pour moi, voilà, cette capacité à faire grandir des profils, et ça c'est une promesse extrêmement forte que l'on a aujourd'hui. Et après, bien évidemment, on a de la diversité, voilà, mais je ne reviens pas là-dessus volontairement parce que je veux vraiment montrer et parler de l'unicité de L'Oréal, ce qui nous rend unique et normalement attrayant. Et je terminerai là-dessus. L'EVP, pourquoi il est stratégique, et c'est vrai qu'on en parle beaucoup en marque employeur, il doit nous aider à communiquer les bons messages. Aujourd'hui, en stratégie de communication employeur, l'EVP nous permet de cadrer nos messages, plutôt que de communiquer sur tous les sujets, de se dire si on doit être consistant, parce que c'est ça l'enjeu de la communication, c'est d'être consistant sur nos messages, et ben voici le cadre de jeu, on a l'EVP. Donc tous nos messages tournent autour de ces 4-5 idées. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi ça l'est ? Parce que nous, notre défi, c'est de raconter la vérité en externe pour donner envie aux bonnes personnes de nous rejoindre. Alors on sait que, moi je dis souvent, il n'y a pas de bonne entreprise de mauvaise, il n'y a pas de bons candidats de mauvais candidats, tout est une histoire de match, et c'est comment on arrive justement à travers une communication authentique, sincère, à transmettre les bons messages, renvoyer les bons messages, de manière à attirer les bonnes personnes qui vont s'épanouir dans l'entreprise, se développer et performer. Parce que l'écosystème est fait pour les personnes. Et L'Oréal n'est pas fait pour tout le monde, comme Spin ne sera pas fait pour tout le monde, et Air France. Et c'est ça qui est intéressant dans nos enjeux marque employeur. Super, merci. Merci Kamel. Alors j'ai une question aussi, parce que d'ailleurs tu le disais, on voit depuis plusieurs temps que vraiment la marque employeur est devenue vraiment florissante. D'ailleurs quand Nassim m'a dit tiens on va faire cette conférence, le premier sujet c'était la marque employeur. Est-ce que justement, c'est depuis le Covid, est-ce que c'est contextuel ? Est-ce que ça vient répondre aussi peut-être à des nouvelles attentes qu'on avait eues sur le marché du travail ? Et dans ce cas-là, comment vous les prenez en compte et en considération aujourd'hui dans vos jobs respectifs ? Alors oui, là, ces dernières années, on a un taux de chômage extrêmement faible, ça vous le savez. Là, bon, ça repart à la hausse, mais néanmoins, ces dernières années, on a eu ce taux de chômage extrêmement faible, et une guerre des talents, clairement, qui s'est manifestée sur tous les métiers, dans tous les secteurs d'activité.
Donc forcément, à un moment donné, l'employeur a dû prendre des actions, à mettre des actions en place pour aller attirer des candidats. Peu importe la taille de l'entreprise, je crois que c'est Claire tout à l'heure qui disait, ou je sais plus, peu importe la taille de l'entreprise, que ce soit une ETI ou une grande entreprise, on s'est emparé de ce sujet-là de la marque employeur ces dernières années. Parce que, effectivement, marcher du côté des candidats, et donc il a fallu se démarquer, offrir sa singularité, du coup, comme l'expliquait Kamel, et encore plus, nous, chez Subatignolles, sur les métiers de la construction, du bâtiment, on a, qui est le premier employeur de France, le secteur du BTP, ça, faut pas l'oublier aujourd'hui. Donc, on a des volumes de recrutement qui sont extrêmement importants. On n'est pas les seuls dans le secteur du BTP, donc on a un gâteau, et puis dans ce gâteau, on a cette part, et il faut qu'on arrive à prendre cette part, nous, dans nos recrutements. Donc, en effet, il a fallu se démarquer, faire en sorte d'attirer des candidats, mais pas que la cible qu'on avait l'habitude, finalement, d'aller recruter, c'est d'aller s'ouvrir un peu les chakras et d'aller chercher aussi des candidats en reconversion. Et la marque employeur a permis aussi ça. Là, on a organisé un événement, on a convié par exemple Défense Mobilité, donc, qui permet à des militaires qui sont en fin de carrière de pouvoir se reconvertir dans d'autres métiers. Donc le secteur du BTP est le premier employeur pour ces personnes. Et donc là aussi, la marque employeur vient accompagner en fait ce type d'action. Donc l'enjeu de la marque employeur est lié effectivement à ce contexte économique dans lequel on s'est trouvé. On se trouve encore aujourd'hui parce que, en tout cas dans le secteur du BTP, on a des contrats qui ne sont pas que pour l'année 2025. Il y a des contrats sur 5 ans, donc on a besoin d'avoir des candidats. Donc on ne ralentit pas en tout cas notre volumétrie de recrutement. Donc la marque employeur doit accompagner du coup ces enjeux et ces volumes de recrutement, tout en s'ouvrant aussi à d'autres profils en reconversion, à d'autres profils qui sont issus de d'autres secteurs d'activité, mais qui peuvent aussi avoir une expertise qui peuvent nous intéresser pour certains de nos métiers. Donc voilà, aujourd'hui la marque employeur est extrêmement importante, encore plus aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas baisser la garde. C'est pas parce que le marché se tend que nous, en tout cas dans le secteur du BTP, on va se dire on va réduire la voilure et on va moins communiquer, mais l'idée c'est pas de surcommuniquer non plus. Donc c'est ça où il faut trouver le bon dosage et le juste équilibre concernant le pilotage de cette marque employeur. Alors, pour compléter, effectivement, comme le disait Sabrina, le rapport de force, c'est... Samira, excuse-moi, Samira. Le rapport de force s'est inversé, effectivement, et Air France a dû rentrer, comme beaucoup d'entreprises, dans une phase un peu de séduction vis-à-vis de ses candidats, parce qu'on avait du mal à recruter sur certains profils techniques. Non pas qu'Air France n'était pas attractif, mais que c'était surtout que le marché du travail fournissait pas suffisamment de profils qualifiés. Je pense notamment aux mécaniciens, aux techniciens, aux logisticiens, des métiers qui attirent un petit peu moins les jeunes d'aujourd'hui, qui préfèrent parfois rester peut-être sur les réseaux sociaux ou à gagner plus d'argent et pas se lever le samedi ou dimanche matin. Donc effectivement, il a fallu qu'on déploie une communication pour valoriser. Pour valoriser ces métiers. Ensuite, donc, c'était le premier objectif de la marque employeur. Ensuite, au niveau des attentes des candidats, donc, clairement, l'attente première, ça reste le salaire. C'est le salaire qui est le premier levier de motivation pour rejoindre une entreprise dans un secteur. Et le deuxième, c'est l'authenticité, effectivement. Donc, comme le disaient Sabrina et Kamel, l'authenticité... Je suis désolée. Ça vient. Ça va rester, je pense, ça va être la joke. C'est l'authenticité et il voit tellement de choses. En fait, il y a beaucoup de notations. Je ne sais pas si vous voyez Glassdoor, les classements. Il voit beaucoup de choses sur les entreprises. Mais maintenant, ça ne leur suffit plus. Ils veulent de l'authenticité. Ils veulent rencontrer des personnes, des salariés. Ils veulent échanger avec eux sur leur témoignage, leur vie dans l'entreprise, leur parcours, leur évolution. Ça, on l'a vraiment remarqué. On a mis en place un réseau d'ambassadeurs. On a mis en place My Job Glasses, justement pour que les salariés puissent être disponibles et pouvoir parler avec des jeunes en reconversion ou des jeunes diplômés. Donc ça, c'était important. Et troisième point également, c'est la reconversion, comme le disait Samira, sur différents métiers, la relation client ou la technique. On a diversifié vraiment notre sourcing, on a ouvert nos chakras et on a embauché par exemple un pâtissier à la maintenance, on a
embauché une personne qui était à Euro Disney, qui travaillait dans la maintenance des manèges de Disneyland, et on l'a recruté à la maintenance également. Et parce qu'on diversifie, finalement, on va repérer les compétences transposables entre un métier à la maintenance. Quand je vous dis un pâtissier et un mécanicien, vous allez me dire quel est le rapport. Le rapport, c'est qu'un pâtissier, il y a de la rigueur, il y a de la minutie, il va suivre une recette. Voilà, c'est les compétences qu'on cherche pour un mécanicien industriel, c'est-à-dire de la rigueur, suivre une procédure, du contrôle, du calme, et ensuite, nous, on va lui apporter ce vernis, la compétence technique, par exemple, sur tel ou tel équipement. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'on on cherche aussi à diversifier nos profils. Super. Alors, la question initiale, parce que je voulais être complémentaire. J'ai perdu. Tu m'as embarqué dans les techniciens, pâtissiers. Non, si je reviens donc sur le sujet, il y a effectivement déjà un phénomène de génération. Pour commencer, effectivement, génération X à l'époque très carriériste, la sécurité de l'emploi, et on revient avec la génération Z qui est totalement l'opposé, avec la vie perso au centre, au cœur des préoccupations, et puis l'entreprise, le reste, ça vient après. Donc déjà, fatalement, ça nous amène dans un rapport qui est très différent aujourd'hui entre les candidats et donc du coup l'employeur. Donc ça, c'est la première chose. Et le Covid a accéléré les choses avec une quête de sens, une volonté de s'aligner avec ses valeurs, se sentir bien dans l'entreprise. Donc forcément, ça nous amène aujourd'hui à être très challengés, mais c'est pas mauvais finalement, c'est bien. C'est pas forcément mauvais. C'est une manière pour nous de nous renouveler, de nous poser les bonnes questions et d'essayer justement de mieux comprendre les nouvelles attentes pour pouvoir mieux les adresser. C'est hyper important. Je dis souvent que le rapport au travail change. Voilà. Avant, on recherchait un salaire, une carrière, de la sécurité. Aujourd'hui, de plus en plus, on recherche une expérience. Voilà, une expérience au travail, comme on recherche une expérience quand on voyage ou lorsque l'on va au restaurant. D'ailleurs, c'est marrant parce que Glassdoor, ce que je disais, c'est une plateforme d'évaluation où les salariés, même les candidats d'ailleurs maintenant, peuvent nous évaluer. Et c'est une manière finalement, comme lorsque l'on va au restaurant, de regarder si l'entreprise est plutôt pas mal, a de bons avis, une belle évaluation, est-ce qu'on a 4 étoiles, 5 étoiles ou moins. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc on est là-dedans, on est là-dedans aujourd'hui, et c'est pour ça que je crois vraiment qu'on se doit aujourd'hui de créer des expériences. Et quand je parle d'expérience, pour être hyper concret, ça commence en campus, lorsque l'on va dans les écoles, quelle expérience on offre sur notre stand. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on va se dire « Waouh, j'ai été chez L'Oréal, j'ai été sur le stand de L'Oréal et j'ai vécu un bon moment ». Ensuite, il y a la candidate expérience. Donc, j'ai choisi de postuler chez L'Oréal. Voilà, c'est pas encore gagné. Pour le candidat et aussi pour nous d'ailleurs, quelle expérience je vais vivre ? Est-ce que je vais avoir un retour rapidement ? Est-ce que je vais avoir un retour déjà ? Est-ce qu'il va être rapide ? Est-ce que les échanges avec les recruteurs et managers vont être bons ? Voilà. Est-ce que la mission va être concrète, précise ? Est-ce qu'on va avoir de la transparence durant le process ? Hyper important. Voilà. Et on se rend compte aussi de plus en plus, c'est le cas d'ailleurs chez L'Oréal, qu'on a des personnes finalement qui nous disent c'est bon, finalement je ne rejoindrai pas L'Oréal, même qui ont entamé un process, parce qu'on n'a pas été assez réactif, assez rapide. Voilà. Donc c'est des questions qu'on se pose. On mesure d'ailleurs chez L'Oréal la candidate expérience, on a un score sur 5. Voilà. Et aujourd'hui on est à 4,02 je crois en France, sur le territoire français. Donc on le suit. Parce que c'est hyper important pour nous d'être à l'écoute, de se challenger, de voir les pain points qu'on pourra avoir durant l'expérience candidat pour s'améliorer. Et le job n'est pas terminé. On a parlé de l'expérience en campus, de l'expérience dans le processus de candidature, et ensuite il y a l'expérience en entreprise. Voilà. Et c'est là où la marque employeur et nos enjeux employeurs ne s'arrêtent pas qu'à de la com, et ça ne s'arrête pas au moment où le candidat a postulé sur le site. Non, ça va bien plus loin. Du onboarding jusqu'au offboarding, quelles expériences on fait vivre pour créer des moments mémorables et aussi pour mesurer leur expérience au quotidien à travers des enquêtes de manière à prendre la température de manière régulière pour pouvoir
encore une fois, respecter notre promesse et s'assurer que cette promesse soit bien respectée en interne. Et d'ailleurs, en parlant de onboarding et d'offboarding, on est beaucoup d'entreprises à investir sur le onboarding. On sait que l'intégration, c'est primordial. Les premiers pas dans l'entreprise sont clés. Et ce qu'on essaie de faire et qu'on va mettre en place chez L'Oréal, et c'était le cas chez Decathlon d'ailleurs par le passé, c'est investir aussi sur le offboarding. C'est comment dire au revoir à nos salariés qui ont œuvré, qui ont créé de la valeur, qui se sont engagés avec passion, des fois même un peu trop. Voilà. Et comment leur dire au revoir de la meilleure des manières, parce que ce sont des ambassadrices et des ambassadeurs. Voilà, on parlait avec Samira notamment de Mazars ce matin. Elle y a passé un moment, elle y est plus depuis un sacré moment maintenant, mais elle en garde un très bon souvenir et elle promeut aujourd'hui encore Mazars. Donc c'est important finalement, quitte une entreprise, mais on peut rester ambassadeur, ambassadrice. Donc ça, c'est des sujets intéressants, l'offboarding aussi à creuser pour dire au revoir de la meilleure des manières à nos équipes. Si d'ailleurs on est un peu plus dans le concret sur chacun de vos entreprises, est-ce que vous avez une initiative, un programme phare, une initiative RH vraiment dont vous êtes fiers déjà et qui a permis de donner soit une autre image de l'entreprise, soit de créer encore plus d'appartenance? Ça serait quoi dans chacune de vos entreprises? Nous, on a du coup, chez Spibatignol, on a créé le comité d'entraide. Le comité d'entraide, qu'est-ce que c'est? C'est des collaborateurs, chaque mois, ils n'ont pas l'obligation, d'être prélevés entre 1 et 5 euros sur leur fiche de paie. Et cette somme va être abondée à hauteur de 50% par l'entreprise. Donc moi, je mets 1 euro, l'entreprise met 1 euro. Ça va abonder du coup un compte qui va permettre en fait à des salariés du groupe Spibatignol qui, à un moment donné, accident de la vie, une difficulté financière, une difficulté liée à, je dis n'importe quoi, malheureusement un décès à l'étranger, de pouvoir tout de suite prendre des billets d'avion pour aller rejoindre cette personne, un rapatriement, des loyers impayés parce que situation financière délicate liée à un divorce, voilà, des accidents de la vie que tout le monde peut rencontrer ici dans cette salle. Et donc on a créé ce comité d'entraide au travers on a été accompagné par une assistante sociale qui du coup réceptionne les dossiers des collaborateurs, donc tout est anonymisé. Il n'y a que quelques personnes dans l'entreprise donc, qui ont accès finalement à ces dossiers retenus par l'assistante sociale pour accompagner finalement les collaborateurs à passer cette étape, les accompagner au mieux. Et c'est là où l'initiative, elle n'est pas là juste pour faire du marketing, hein. On n'en parle pas sur les réseaux sociaux, on n'est pas sur la marque employeur. Là, on est là vraiment dans une logique citoyenne en fait, d'aider nos collaborateurs qui rencontrent un passage à vide. Et ça renforce derrière forcément le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et puis ça renforce aussi le sentiment de fierté de la part de nos collaborateurs qui sont contributeurs. Se dire voilà, on a communiqué en interne. Cette année, on a pu aider une dizaine de collaborateurs. On ne rentre pas dans les détails, mais sachez que votre contribution a permis d'aider une dizaine de collaborateurs du groupe Spibatignol. Donc c'est assez vertueux finalement et ça répond vraiment à cette logique de citoyenneté qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Il y avait, je crois, cette grande convention citoyenne qu'avait lancée Macron. Bah, c'est un peu ça finalement. Et on n'est pas dans le registre politique, hein, c'est pas du tout politisé, mais c'est aussi de se dire j'ai un rôle finalement au sein même de l'entreprise et l'entreprise aussi m'accompagne dans cette démarche. Donc ce comité d'entraide, c'est vraiment une vraie fierté pour le groupe, pour les collaborateurs. Et puis ceux effectivement qui ont été aidés ne sont que, vraiment ont l'impression qu'ils ont été aidés par l'entreprise, qu'ils se sont pas sentis seuls face à la difficulté qu'ils ont pu rencontrer. Donc on est extrêmement fiers de ce comité et voilà, c'est quelque chose qui se poursuit. Et puis chaque année, on a de plus en plus de collaborateurs qui permettent effectivement d'abonder en tout cas ce comité. Voilà en termes d'initiative côté chez Spibatignol. Oui. Pardon ? Alors là, on est environ à 60% de taux de participation avec des montants entre 1 et 5 euros. Et c'est surtout que l'entreprise abonde à hauteur de 50%, donc on est quand même, ça fait une belle somme, hein, honnêtement, on a une très belle somme. Et du coup, ça a été lancé il y a 2 ans, donc le REX, il n'est pas encore tout à fait... mais ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, on a pu répondre à presque 100% des demandes qui ont été analysées par l'assistante sociale. Parfois, il y avait des demandes, ce mois-ci, j'ai pas pu payer mon loyer. L'assistante sociale a accès au compte, voir comment effectivement on peut l'aider ou pas l'aider. Et à certains moments, elle dit non parce que non, là c'est pas un accident de la vie, c'est juste vous savez pas gérer votre argent quoi. Donc bon, à un moment donné on veut bien, mais on va plutôt aider ceux qui en ont vraiment besoin.
Et donc ça, c'est vraiment une initiative qui fonctionne très bien. Ouais, non, mais c'est vraiment chouette. Et puis, il n'y a pas d'entreprise qui le font encore aujourd'hui. Enfin, vraiment, on est les seuls. Et c'est une initiative qui est née de la part d'un des présidents d'une entité du groupe Spiatignol, qui voulait réfléchir à un moyen d'aider des salariés. On est quand même sur des populations compagnons ouvriers, beaucoup dans le BTP, qui rencontrent des difficultés, pas d'ordre que matériel, hein, d'autres difficultés aussi, d'autres difficultés, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on n'est pas sur une population col blanc parisienne, donc ça aussi, il faut bien l'avoir en tête. Et lui, il voulait absolument les aider, ces gars, il appelle ça ces gars du coup, de les aider au quotidien, mais d'une manière un peu plus concrète. Oui, voilà, ça revêt différentes formes finalement, mais c'est vrai que nous on parlait de citoyenneté, vous voyez, c'est vraiment ça. On est tous citoyens et on peut. C'est pas parce qu'on est dans une entreprise que ce devoir de citoyenneté l'exclut. Au contraire, c'était vraiment valoriser ça aussi. Bravo Samira. Moi, pour citer 2 initiatives plutôt récentes, la première, ça a été la création du réseau Women. Alors effectivement, on peut penser que des réseaux de femmes, il y en a dans toutes les entreprises et que c'est pas forcément innovant. Celui-ci, il a la particularité d'être composé d'hommes et de femmes. Et donc, ce sont des femmes et aussi des hommes qui vont venir promouvoir la féminisation des métiers à Air France, en interne comme en externe. Ce sont des hommes aussi qui vont être mentors de certaines femmes, qui vont les coacher, puisque finalement, en termes de légitimité et en termes de conseils, ça sera tout à fait complémentaire et je dirais même indispensable de ne pas rester dans l'entre-soi. Donc ce réseau est tout frais, là, il a quelques mois. Il y a énormément de participantes et de participants d'ores et déjà. Et grâce à ce réseau-là, on va également faire du mentoring dans des écoles, justement pour des jeunes femmes ingénieurs ou même des lycéennes qui souhaiteraient s'orienter vers des filières scientifiques, mais qui ne le savent pas encore. Donc ça, ce réseau Women, voilà, c'est très apprécié. Les salariés sont embarqués dans cette aventure et prennent à cœur leur mission. Et voilà, c'est très chouette. Et en plus, elles se sentent du coup valorisées. Donc ça, c'était la première initiative. Et la deuxième, c'est aussi le réseau des ambassadeurs qui a été lancé il y a 2 ans. Un réseau d'ambassadeurs de 250 avec 250 salariés de tous les métiers. Et ces ambassadeurs ont 2 rôles. Ils ont un rôle en externe, de faire découvrir leur métier, de susciter des vocations. Et ils ont un rôle ici en interne, puisque j'ai voulu vraiment qu'il y ait vraiment ce miroir en interne pour qu'ils puissent susciter des vocations en interne et se mettre à la disposition des salariés pour justement activer la mobilité interne, puisqu'effectivement, Air France est tellement grand, 40 000 salariés. Parfois, un salarié qui est à la direction industrielle ne va jamais rencontrer un salarié qui est à l'informatique ou qui est au revenu management, par exemple. Et ce réseau-là va permettre de créer des ponts, créer des passerelles entre ces salariés hors management. Donc, ils n'ont pas besoin de demander à leur management ou à leur RH de contacter quelqu'un. Ils peuvent tout de suite contacter un ambassadeur. Voilà. Donc, oui. Super bonne question. Alors, je vais essayer de me souvenir de toutes les questions. Alors, premièrement, effectivement, on n'a pas besoin d'inciter les salariés d'Air France à devenir ambassadeurs, puisque justement, je dois refuser des personnes parce que je reçois beaucoup de demandes au quotidien pour devenir ambassadeur. Or, c'est la marque employeur, donc effectivement, c'est moi qui pilote ce réseau-là. Et ce réseau-là a un objectif, ce réseau-là doit venir répondre à des objectifs marque employeur et de la stratégie d'Air France, notamment de la féminisation, de créer des partenariats avec certaines écoles. Donc effectivement, il faut que ce réseau soit fidèle à la population d'Air France, c'est-à-dire que tous les métiers soient représentés. Il faut qu'il y ait une parité homme-femme. Il faut qu'il y ait une parité également au niveau des niveaux de poste, non cadre supérieur.
et également un équilibre entre les différentes écoles pour qu'on puisse avoir des alumni de toutes les écoles. Donc finalement, je ne peux pas accepter tout le monde. Je dois toujours veiller à ce que ce réseau soit composé et reste stratégique pour venir. C'est pas juste du bon temps comme ça à parler de son métier. Il y a vraiment des objectifs derrière. Donc ça c'est la première. Donc il y a une sélection, ce qu'on appelle une sélection, mais c'est pas sélectif, mais simplement voilà, on doit veiller à ça, au profil de chacun. C'est sur temps de travail. Principalement, mais ça peut être en dehors quand on a des événements, par exemple le salon du Bourget ou un meeting aérien qui se tient le week-end. Bien évidemment, sur la base du volontariat, les ambassadeurs peuvent se porter volontaires. Mais sinon, c'est sur temps de travail. Donc, les managers sont mobilisés, on les sensibilise pour qu'ils libèrent leurs équipes pour ces événements. Et la troisième question, je crois. Alors non, il n'y a pas de, ils sont payés comme c'est sur temps de travail, ils sont payés comme si ils travaillaient. Et j'avais une autre question. Vous aviez une autre question aussi sur finalement le programme, qu'est-ce qui était compris dans ce programme. Donc on professionnalise nos ambassadeurs avec des masterclass. On a mis en place 3 masterclass pour ces ambassadeurs, une masterclass en média training justement pour qu'ils soient plus à l'aise en prise de parole à l'extérieur. Une masterclass sur le développement durable, parce que Air France est quand même exposé, et quand on va dans les écoles, il faut que ces salariés, ces ambassadeurs soient plus à l'aise avec le discours, puissent porter les messages, vraiment des messages alignés avec l'entreprise, et une masterclass sur la diversité, puisque ces ambassadeurs vont être en contact direct avec des candidats, il faut qu'ils fassent attention à des biais de discrimination, des biais de genre, des stéréotypes, et ça, il faut qu'on les sensibilise par rapport à ça. Donc, ils sont tous formés, pas tous en même temps, mais en fait, c'est un roulement tout au long de l'année pour qu'ils soient professionnalisés et à l'aise avec les sujets qu'ils vont aborder et leur mission. Pour l'info, à la base, on était sur les programmes phares. Tu vas enchaîner sur les ambassadeurs, t'enchaînes. J'ai été pris de passion. Non, mais justement, parce que je trouve ce sujet des ambassadeurs hyper intéressant. Ça a résonné en moi. Et je voulais juste rebondir là-dessus. Alors, chez L'Oréal, on a une organisation différente. Des ambassadeurs qui ne sont pas que pour la marque employeur et qui sont des ambassadeurs de L'Oréal sur toutes les thématiques, tous les différents sujets. On leur propose des conférences, des formations pour les upskiller et leur donner des outils justement pour être les meilleurs ambassadeurs possibles. Et on les identifie avec les équipes RH, pour le coup. Par contre, je peux vous partager ce qu'on avait pu faire chez Decathlon. Pendant 6 ans, donc on avait une communauté d'ambassadeurs écoles où il y avait 200 personnes dans toute la France, avec cette difficulté d'en avoir partout en France et de les rassembler à quelques moments pour des événements forts. Je me suis rendu compte au fil des années qu'au démarrage, être ambassadeur, c'était une fierté. Tout le monde voulait devenir ambassadeur assez facilement. Donc on avait trop de candidatures, voilà. Et je me suis rendu compte, quelques années après, que ça devenait difficile déjà de les engager, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, et qu'il fallait aussi leur démontrer l'intérêt de la mission ambassadeur. Et moi, souvent, et d'ailleurs, quand j'étais intervenu chez Air France il y a quelques temps, c'était un des messages que j'avais communiqué, c'est de voir l'intérêt. En fait, il y a un intérêt pour l'entreprise qui est clair, qui est évident, on le voit tous. Il y a quand même un intérêt personnel, parce qu'on parle de marque employeur, on parle aussi de personal branding. En étant ambassadeur, donc on améliore son image de marque personnelle. Et ça, c'est important. C'est hyper important. Voilà, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai été recruté chez L'Oréal, que L'Oréal m'a contacté. C'est comme ça que j'ai été amené à travailler en RH aussi, quand j'ai été ambassadeur de Decathlon en retail. Et ça, c'est fort. Et finalement, donc, c'est pas une récompense, donc il n'y a pas de rémunération, mais quelque part, on nourrit aussi la personne qui s'engage dans le programme parce qu'on la développe sur des skills, mais aussi on développe sa marque personnelle et sa désirabilité au sein du groupe, au sein de l'entreprise. Alors des fois aussi à l'externe, comme ça peut être le cas pour moi par exemple, mais ce qui n'est pas l'idée, mais en tout cas ça contribue au développement du collaborateur. Et ça, je trouve que c'est une belle chose à mettre en avant dans ces programmes. Je vais être très synthétique, promis. Il y a plein de belles choses aussi chez L'Oréal, et d'ailleurs j'arrive, je ne connais pas tout, d'ailleurs, il y a plein de belles choses, mais une des choses que je voulais vous partager en tout cas ce matin, c'est L'Oréal for Youth, le programme d'aide
pour les jeunes en France et dans le monde. Ce programme est né durant le Covid, durant cette période, où on s'est rendu compte, beaucoup d'entreprises se sont rendues compte qu'on avait un peu délaissé la jeunesse. Voilà, on ne s'en est pas trop préoccupé, un petit peu à la fin, mais on les a un peu oubliés quand même au départ, faut se le dire. Et L'Oréal a créé L'Oréal for Youth en 2021. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît tous les meilleurs amis dans les moments difficiles. C'est là qu'on voit les vrais amis. Et donc L'Oréal a voulu être ce vrai ami pour aider la jeunesse en France et dans le monde, en se disant, tiens, c'est maintenant que les jeunes ont besoin de nous, et c'est aujourd'hui qu'on va leur répondre encore plus fortement qu'auparavant, en leur proposant L'Oréal for Youth, qui est concrètement un programme qui est basé sur 3 piliers forts. Le premier, proposer des opportunités professionnelles pour les jeunes en France et dans le monde, plus de 25 000 chaque année, du stage de 3e pour nous jusqu'au stage de fin d'études. Voilà. Ensuite, deuxième chose, il n'y a pas que des opportunités professionnelles, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas en proposer pour toute la jeunesse française ou mondiale. Il y a cet axe de l'employabilité qui est hyper fort. Chaque année, on essaye de s'engager auprès de 100 000 jeunes dans le monde pour aider booster leur employabilité. Ça se matérialise à travers du coaching, du mentorat, des masterclass pour les aider. Donc là, il y a une vraie volonté d'être utile, de donner, sans rien attendre en retour, parce qu'on estime qu'en tant que grand groupe, on a cette responsabilité-là d'aider aussi, de rendre à la société. Voilà, ça c'est hyper important. On a d'ailleurs mesuré récemment qu'à travers notre activité chez L'Oréal en France, on crée 94 000 emplois grâce à l'activité de L'Oréal, dont 15 500 qui travaillent chez L'Oréal en France, mais le reste, vous faites la soustraction, c'est grâce à notre activité. Donc c'est important de se dire, on a une responsabilité, on se doit d'aider, de donner, sans rien attendre en retour, parce qu'on se doit d'être exemplaire et responsable sur ces sujets. Donc voilà. Et le troisième pilier, je vous ai dit 2 piliers, il est très simple, il nourrit les 2 autres, c'est comment on travaille avec des associations partenaires pour justement aller chercher des bénéficiaires qui ont besoin de nous. Ce qui est souvent difficile, c'est que lorsqu'on a envie d'aider, après, c'est de trouver les bonnes personnes. Quand je dis bonnes personnes, c'est les personnes qui en ont le plus besoin, comme tu disais, Samira. Et là, nos associations partenaires nous accompagnent là-dedans, sont au cœur du terrain, et donc le trait d'union entre nous qui voulons aider et des bénéficiaires qui ont besoin d'aide. Donc voilà ce qu'est L'Oréal for Youth. C'est des beaux programmes. Vraiment, là, on a une riche diversité avec des programmes hyper, pour le coup, inspirationnels. Tu as vu ce... Magnifique. Il y a une question, moi, à la fois parce que j'ai vécu ce métier et aussi parce que souvent on dit justement que la RH, ça peut être souvent vu comme un centre de coût. On sait aussi que ce qui ne se mesure pas s'améliore pas. Donc avant de conclure l'échange, moi ce que je voulais je voulais vous interroger aussi sur justement, concrètement, dans vos entreprises, comment vous mesurez ce que vous mettez en place, et en quoi ça vous aide justement pour en faire la promotion et faire la promotion de votre job et presque justifier aussi vos postes en fait, c'est un peu ça. C'est quoi vos indicateurs ? Qu'est-ce que vous suivez, Samira ? Alors, chez Spivatignol, on n'a pas du tout cette culture du reporting. Comme ça, au moins, c'est clair. Les process, ouf. Donc, moi, je suis arrivée, je venais de l'agroalimentaire, boîte américaine, de Mazars, cabinet d'audit, où on processait tout ce qu'on faisait. Donc, on avait des indicateurs. À la fin, on en inventait presque. Là, on le fait un peu au feeling. Donc là, clairement, ça ne me va pas. Donc là, l'idée, c'est en effet de mettre en place ces indicateurs-là. Donc, il y a des indicateurs très simples. Toutes les actions de marque employeur, c'est pourquoi au final ? C'est pour recruter. Enfin, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. C'est ça, c'est de recruter des gens. Et c'est de voir combien on en a recruté. Où on les a recrutés, donc d'où viennent ces candidats, est-ce que les outils qu'on a utilisés pour faire rayonner notre marque employeur sont les bons outils, donc c'est aussi monitorer ces outils, savoir si ce sont les bons, c'est aussi voir le taux de transformation de nos recrutements d'alternants et de stagiaires. Lorsqu'on recrute un alternant, c'est de se dire derrière, je ne vais pas le former pendant 2-3 ans pour qu'il aille ensuite à la concurrence. Donc, c'est s'assurer de pouvoir le recruter derrière. Donc, c'est ce taux de transformation, on appelle ça un taux de transformation, qui est très important et que là, on suit vraiment, en tout cas sur la politique jeune.
c'est toutes les actions qu'on mène en termes d'action école sur les forums. On a un outil qui s'appelle InMind, donc qui nous permet effectivement de scanner les CV sur les forums et d'avoir toute la suite de ce CV dans le processus de recrutement. Est-ce qu'il a reçu une réponse négative? Est-ce qu'il va être reçu par un opérationnel? Est-ce qu'in fine, il va être recruté? C'est toujours ça le point de chute, le recrutement. Et c'est aussi notre présence sur les réseaux sociaux, c'est de voir aussi nos nombres d'abonnés sur notre page LinkedIn Spi Batignolles. Donc c'est essayer de vraiment piloter au maximum là où nous sommes présents et les actions que nous menons pour derrière s'assurer que le recrutement est atteint, en tout cas les objectifs soient atteints et que le recrutement soit qualitatif aussi. Donc moi, ce que je mesure aussi, c'est la durée de la période d'essai, le taux de période d'essai rompu à l'initiative du collaborateur et du salarié. Parce que c'est bien de recruter, mais si derrière on recrute les mauvais et qu'ils ne restent pas, ou parce qu'on n'a pas été bon aussi dans la promesse employeur qu'on leur a faite lorsqu'ils ont intégré Spi Batignolles, c'est qu'on n'est pas bon dans le dispositif. Et là aussi, c'est un indicateur important pour nous, c'est de suivre effectivement la période d'essai de nos collaborateurs. Et c'est de là où finalement de savoir si on n'a pas été bon dans l'onboarding, si on n'a pas été bon dans le processus de recrutement, si on n'a pas tenu la promesse qu'on affiche en termes de marque employeur. Donc tout ceci, en tout cas, moi, nourrit la stratégie recrutement, la stratégie marque employeur. Et c'est la convergence de tout ça qui permet un peu de mesurer les choses et puis de rendre des comptes. Comme tu le dis, Claire, à un moment donné, on demande de rendre des comptes parce que c'est bien, Samira, LinkedIn, Indeed, Hello Work, InMind. C'est des sous tout ça. C'est des sous dans un contexte budgétaire qui est aujourd'hui un peu plus contraint, on le sait tous. Et puis on sait que le premier poste qui est supprimé dans une entreprise, enfin supprimé, où on ferme un peu le robinet, c'est la communication. Alors j'ai beau être dans un service RH, mais je fais de la communication RH. Et donc forcément, s'il y a des arbitrages à faire, on va le faire aussi sur ce sujet-là. Donc il faut rendre des comptes régulièrement. Et il faut assurer de la visibilité sur ces actions qu'on mène auprès des dirigeants. Je donne un exemple, ça date d'hier soir, on a organisé un speed dating Batignolles dans nos locaux à Neuilly. Donc ce speed dating, je vous la fais courte, c'est un événement de recrutement avec des candidats et nos recruteurs opérationnels qui viennent à notre compte dans nos locaux au siège social. Et j'ai demandé au président de prendre la parole à ce speed dating, donc il était là. J'ai pas fait ça innocemment, j'ai fait ça pour qu'ils se rendent compte aussi des actions qu'on mène et qu'ils soient promoteurs aussi derrière de ces actions de recrutement. Et il était extrêmement satisfait parce qu'il s'est rendu compte que il y a du monde, il y a des candidats et ça vient permettre effectivement de répondre à ces objectifs de recrutement qui font partie de la feuille stratégique de l'entreprise. Donc il faut aussi embarquer à certains moments, c'est bien de rendre des comptes avec des KPIs, etc., mais il faut aussi apporter de la visibilité à nos actions en intégrant les décisionnaires de l'entreprise aussi, parce que ça passe aussi par du marketing. Tu parlais de marketing de soi, moi je parle de marketing de son emploi aussi en interne et pas qu'en externe, pour expliquer la valeur ajoutée qu'on a sur ce métier qui est encore un peu méconnu, en tout cas chez Spi Batignolles. Alors effectivement, je me retrouve un peu dans ce que tu disais, Samira. Les indicateurs, on adore ça, mais on n'arrive pas à les construire pour l'instant. C'est en cours. Et effectivement, on a travaillé pendant longtemps sans vraiment indicateur fiable, sans donner. Pourtant, on en a de la data, on en a de la donnée avec les candidats, tout. Mais pour l'instant, les efforts étaient concentrés plutôt sur la data client et maintenant, on commence à s'intéresser sur la data RH. Mais c'est toujours le parent pauvre. Mais effectivement, c'est indispensable de pouvoir avoir ces indicateurs, je parle de façon plus générale, pour pouvoir piloter sa stratégie, pour pouvoir défendre ses budgets et puis pouvoir valoriser et pouvoir identifier là où ça va pas. C'est indispensable. Nous, côté Air France, ça va être plutôt des indicateurs côté externe, c'est-à-dire pour piloter une stratégie relation école, pour une stratégie de recrutement, savoir qui on attire, d'où viennent les candidats, et à chaque étape du recrutement, qui on perd, qui on garde. Parce que est-ce qu'on garde plus d'écoles d'ingénieurs, est-ce qu'on garde plus d'hommes, plus de femmes, quelle est la parité homme-femme à chaque étape pour justement corriger les biais qu'on aurait. Donc là, on fait un gros travail justement pour savoir, pour les femmes, la féminisation, de savoir combien on reçoit de CV de femmes et à chaque étape du recrutement, combien on en perd et pourquoi. Voilà. Donc ça, c'est important pour ensuite mettre des actions en place, comme pourquoi pas, on est en train de réfléchir, pourquoi pas présenter des CV de femmes en amont de CV d'hommes, sur certains postes vraiment très, très, très critiques.
Voilà, ça c'est un indicateur. Également par rapport au profil. Air France, on recrute sur des profils très diversifiés, des ingénieurs, des grandes écoles, mais des écoles du réseau Polytech, des universités, des écoles de commerce, mais des IAE aussi. C'est important qu'il y ait cette grande mixité. Donc on veut vérifier à chaque étape également, savoir si cet équilibre est toujours maintenu et si on a bien cette richesse entre des profils très grandes écoles et des profils plus middle sur des universités, puisque nos équipes ensuite sont toujours mixtes. Voilà. Ça, pour nous, c'est des indicateurs qui sont importants et sur toutes les étapes entre le campus, les actions relations école, jusqu'à la confirmation période d'essai. Un conseil, c'est juste les indicateurs, on peut en trouver plein. En fait, il y en a des milliers. Un conseil, c'est d'en choisir en fonction de votre secteur et de vos objectifs, de choisir quelques indicateurs et de s'y tenir. Parce que sinon, on se perd, on ferait que ça toute la journée, en fait, des indicateurs. Donc, au bout d'un moment, il faut mettre un plan d'action en place et suivre le plan d'action. Donc, du coup, voilà, choisir des indicateurs et s'y tenir. Voilà. Pour terminer sur le sujet des indicateurs, j'ai bien suivi. Je trouve que c'est hyper important, et tu le disais, hein, Valérie, de voir les choses dans un ensemble, dans un tout. C'est-à-dire qu'on peut être candidat, on peut être client et citoyen, comme tu le disais, Samira, tout à l'heure. Il faut arriver à se dire, ça peut être le même individu. Pas besoin d'avoir un candidat d'un côté, un client d'un côté, un citoyen. C'est la même personne. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire le lien entre le business et les sujets employeurs. Quand on voit que 80% des candidats qui ont vécu une mauvaise expérience en entretien, ils sont prêts à le raconter sur les réseaux sociaux et à boycotter l'entreprise. Voilà, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui, on se dit là, il y a un enjeu. Quand on lit les deux, déjà, on nous écoute un peu plus en interne, on dit ah oui, quand même, ça a touché à mon business, chiffre d'affaires, bon, on va écouter, ça devient intéressant là, effectivement. Donc je pense que déjà, il ne faut pas dissocier, et parler d'indicateurs employeurs, mais les intégrer dans un ensemble au service de l'entreprise et donc de son business. Voilà. D'ailleurs, j'en parlais avec quelques collègues RH il y a quelques semaines, mais on parle beaucoup d'HRBP, Business Partner. Et on se dit que l'avenir, c'est d'être des boosters de business, plus que des business partners. De montrer qu'on booste aussi le business, qu'on n'est pas que des partenaires. C'est un peu les enjeux, les défis RH, et pas que marque employeur d'ailleurs. Quand je reviens sur la data, marque employeur, déjà on mesure l'expérience candidat. Ça, c'est un indicateur. Mesurer l'expérience candidat. Donc c'est sur 5. Voilà, est-ce qu'on est bon, pas bon ? Même si la note est bonne, on va zoomer pour voir à quel moment de l'expérience on peut s'améliorer. Autre chose, donc du coup, il va y avoir la mesure de l'expérience collaborateur aussi. Voilà, enquête d'onboarding, est-ce qu'on a bien intégré nos équipes ? Enquête d'offboarding, pourquoi les personnes sont parties ? Voilà. Est-ce qu'elles sont parties en bon terme ? Est-ce qu'elles restent ? Est-ce qu'elles vont promouvoir l'entreprise ou pas après ? Est-ce qu'elles sont prêtes à revenir par la suite ou pas ? Intéressant. Et pendant l'expérience, entre le onboarding et l'offboarding, il y a plein de belles choses. Voilà. Est-ce qu'elles ont bien été développées, formées ? Est-ce que le management est bon ? Est-ce que les missions sont claires ? Enfin, est-ce que l'écosystème et l'environnement est bienveillant ? Donc ça, c'est intéressant. C'est des indicateurs que l'on suit. Et après, il y a des indicateurs, bien évidemment, comme le nombre de candidatures, mais là, on parle de quantitatif, mais en vrai, on peut recevoir plus de candidatures, c'est pas forcément les bonnes, pas forcément les bons profils. Donc là aussi, c'est tout. Voilà, faut rester mesuré et donc aller chercher quand même des indicateurs qualitatifs. Donc de se dire voilà, est-ce que c'est les bonnes candidatures ? Donc il y a la période d'essai, bien évidemment. Même si la période d'essai, alors moi dans l'organisation, on ne va pas nous la mesurer parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans la période d'essai. Il y a déjà la qualité du recrutement, qui n'est pas moi dans mon scope pour le coup. Il y a la qualité du management. Est-ce qu'il y a une bonne intégration ? Est-ce que l'équipe est bonne ? Est-ce que l'environnement est bienveillant ? Enfin, il y a plein de choses qui font que derrière, on reste ou pas. Et derrière la période d'essai, on la voit souvent côté employeur qui décide de mettre un terme de manière unilatérale à la relation, à la collaboration avec le salarié. Mais on voit de plus en plus de salariés qui mettent un terme à leur période d'essai aussi. Alors, pas forcément chez L'Oréal, parce que
Je ne l'ai pas mesuré, je n'ai pas regardé ça, ça fait qu'1 an, mais on le voit de plus en plus sur le marché, en tout cas on l'entend de plus en plus. Rupture à l'initiative du salarié, parce que les promesses n'ont pas été bonnes, et que derrière, y a plein d'offres, il y a plein d'entreprises qui recrutent, donc à quoi bon perdre du temps vu que le marché est dynamique, même s'il est un peu moins ces derniers temps, mais il reste quand même à l'avantage des candidates et candidats. Donc voilà globalement les indicateurs. Après, je rejoins ce qui a été dit, il faut choisir ses combats, ça c'est clair. Si on veut être bon sur tous les indicateurs, être bon élève, c'est pas une bonne manière d'adresser les sujets, d'avoir un impact. Choisir dans sa stratégie, il peut avoir une vision à 3 ans, parce qu'on a développé là chez L'Oréal sur la partie employeur, et de dire chaque année, voilà, j'ai 3 indicateurs très forts, et je vais les suivre, et je vais les mesurer. Voilà. Et après, on n'a pas parlé, mais il y a aussi, d'ailleurs ce soir, il y a la cérémonie EPOCA. C'est avec Universum, ils se partagent en France les études de réputation sur des entreprises auprès des étudiants et des jeunes actifs. Donc c'est toujours intéressant de voir la réputation. Voilà. Est-ce qu'on fait partie des premiers employeurs de choix pour les étudiantes et étudiants? Voilà, c'est hyper intéressant. Nous d'ailleurs, quand on mesure ça chez L'Oréal, l'année passée, chez Universum, on était 2e pour les étudiants business, ce qui est plutôt intéressant, pas mal. Mais, quand on zoome, quand on regarde auprès des hommes et des femmes la réalité, on voit qu'auprès des femmes, on est toujours 2e, super. Et auprès des hommes, on est 25e. Donc c'est là qu'on se dit, quand on veut vraiment zoomer, on se dit, ah oui, là, il y a quand même un sujet. Donc on va quand même mettre de l'énergie pour essayer d'être un employeur de choix aussi pour la gente masculine. Et quand on regarde, parce qu'ils font Universum, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les étudiants en école business et également ingénieurs. Et quand on regarde les ingénieurs, la réalité est tout autre. On est 18e. Donc là, on n'est pas 2e, pas 3e, on est 18e. Et Air France est bien positionné pour les coups. On est devant côté business et derrière côté ingénieur. Et quand on zoome, hyper intéressant, côté ingénieur, on est premier pour les femmes. Donc une étudiante en école d'ingénieur choisit L'Oréal comme première entreprise. Et quand on regarde pour les hommes, on est 47e. Voilà. ou pas. Donc c'est là que c'est intéressant de zoomer, de choisir les indicateurs. Parce que si je reste au nombre de candidatures, on reçoit chaque année 1 300 000 candidatures dans le monde. On peut se dire, waouh, L'Oréal, marque employeur, c'est nickel, il n'y a pas besoin de travailler sur ce sujet. Mais quand on zoome, quand on regarde les sujets, on regarde en profondeur ce qui se passe, il y a forcément des choses à améliorer. Quand on regarde l'expérience collaborateur des stagiaires alternants, on a une PS qui était de 57 sur la dernière enquête qu'on a faite en fin d'année. C'était que les stagiaires d'ailleurs. Pas mal. Un NPS peut être négatif. 57, on dit c'est pas mal. Mais quand on zoome, ils nous demandent une meilleure intégration, chose qu'on va faire dans 2 semaines, avec un grand événement en physique, et ils nous demandent plus d'expérience, chose qu'on fait dès ce soir avec un événement avec tous nos alternants et nos stagiaires au siège à Clichy. Donc ouais, c'est pour ça que les indicateurs, je vous rejoins, on peut tout dire, on fait parler les chiffres comme on veut, mais c'est choisir ses combats et bien les analyser, et pas juste sortir des reportings. Une fois qu'on les a, la data, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière? Quelles actions concrètes on met en place pour pas se dire tous les ans, c'est le même sujet qui revient. Non, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'en empare? Voilà, j'ai été long, je voulais être très concis, mais finalement j'ai été long. J'avais beaucoup de choses à dire sur la data. Et juste, je rebondis sur un indicateur qui est peu commun, mais c'est l'indicateur business. C'est-à-dire qu'en fait, si on recrute, c'est pour... derrière, il y a des opérations, il y a de la production. Et effectivement, le manque à gagner, si on n'arrive pas à recruter, est un indicateur aussi pour pouvoir décrocher du budget. Nous, à Air France, on a une ambition de 450 mécaniciens par an. Si on n'arrive pas à les recruter, c'est des avions qui ne pourront pas être en activité. Et donc, c'est un coût énorme. C'est des centaines de milliers d'euros perdus par jour quand un avion reste par terre. Donc, c'est vraiment, il y a des très, très gros enjeux. Et ça, c'est un indicateur que vous pouvez mettre en avant sur le manque à gagner si on n'arrive pas à recruter tel ou tel métier. Voilà. Tout à fait. En effet, nous, on a dû refuser certains chantiers dans le secteur du BTP parce qu'on n'avait pas les gars, en fait, tout simplement pour pouvoir... Et c'est hyper frustrant pour toute la partie commerciale, appel d'offres, etc. Parce qu'il y a eu de l'énergie d'engager et on arrive en bout de course, mais en fait, on ne pouvait pas répondre au chantier parce qu'on n'a pas les gars, quoi. Donc, et là, oui, ça a tout son sens de dire, oui, on va faire de la marque employeur pour aller recruter. Donc, c'est exactement ça, en effet. Super, merci beaucoup. Ouais, alors, tu as une question en direct parce qu'en fait, l'idée, ce serait de conclure. Nassim tient à ce que aussi il y ait des questions, à ce que aussi on puisse un peu partager. Donc, dis-moi, Marion, si tu veux. C'est bon ?
On l'apprend juste après. En fait, résultat, en effet, il y a plein de questions qu'on n'a pas vues, donc il y aura plein de questions à poser après. Mais il va être l'air aussi un peu de conclure. Ce que je vais vous demander pour conclure, c'est ça serait quoi justement votre conseil pour des entreprises, soit qui se lancent, soit il y a évidemment des grands spécialistes que je connais dans la salle aussi, soit des entreprises qui veulent aller plus loin. Enfin, ça serait quoi vos conseils avec vos yeux de professionnels, à part aussi être accompagné par des cabinets incroyables, hein, n'est-ce pas? Ça serait quoi votre conseil? Et puis, je sais pas, une phrase de conclusion, quelque chose peut-être qui n'a pas été évoqué, qui vous tient à cœur, qu'on n'a pas partagé. Voilà, un petit mot dans ce sens-là. Alors, je vais démarrer. Moi, j'ai fait différentes entreprises. J'ai fait du conseil, de l'agroalimentaire, du BTP. Et ce que j'ai appris, j'ai à peu près fait le même métier dans ces entreprises, c'est de s'adapter en fait, par rapport à la taille, par rapport à l'ADN de la boîte, de sa culture, de son niveau de maturité aussi par rapport à ces sujets. Et c'est vraiment de s'adapter. Il ne faut pas arriver bille en tête. Moi, j'étais recrutée pour faire de la marque employeur chez Suez-Atignol. Clairement, c'était ça le job. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire du Mazars chez Suez-Atignol. Ça ne marche pas en fait. Par contre, je me suis dit, je vais apprendre à connaître l'entreprise, je vais apprendre à savoir comment elle fonctionne, identifier un peu les freins, qui va être sponsor ou pas de ces sujets-là, sur qui je vais pouvoir m'appuyer. Donc ça m'a pris plus d'1 an en fait. La marque employeur, là, je lance un appel d'offres, ça va faire 2 ans que je suis dans l'entreprise. Et il a fallu 2 ans en fait pour bien comprendre l'entreprise de l'intérieur, identifier ses freins, ce dont elle avait besoin aussi, mieux connaître son secteur d'activité. Je le connaissais parce que je venais d'une entreprise concurrente, mais néanmoins avec aussi sa singularité, ses spécificités. Et je suis pas arrivée avec mes gros sabots, c'est bon, à part là, une agence, bam, enfin une marque employeur, les piliers, la promesse, on est content. Non, c'est pas comme ça en fait, parce qu'il n'y avait pas cette maturité-là sur ces sujets-là. Donc il a fallu beaucoup évangéliser en interne. Ça prend beaucoup de temps. Il ne faut pas sous-estimer ce temps d'observation, d'intégration et d'évangéliser ensuite derrière. Et là, aujourd'hui, voilà, j'ai le go pour lancer cette marque employeur de la part des décisionnaires de l'entreprise, hein, les membres du COMEX, parce que c'est quand même un sujet qu'on ne fait pas dans son coin, la marque employeur. Hein. Il ne faut pas se dire que je vais le faire dans mon coin, et pas du tout. Il y a un circuit décisionnel qu'il faut aussi avoir, qu'il faut intégrer. Et donc, c'est mettre en place ces petits quick wins au début, de petites actions comme ça, de recrutement, des actions de partenariat signé avec une école, d'un réseau ambassadeur qu'on commence un petit peu à construire. Tout ça va permettre vraiment d'initier un début de marque employeur pour ensuite arriver dans le déploiement d'une véritable marque employeur. Donc prenez ce temps en fait d'observation, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, ce temps d'observation et de bien connaître l'entreprise de l'intérieur. Alors moi j'avais noté quelques conseils à vous donner. Le premier, donc rejoint un peu Samira, c'est vraiment obtenir le soutien de la direction, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas travailler dans votre coin, et si vous n'avez pas de budget, quel que soit le budget, hein, il y a petit et grand budget, petites et grandes entreprises, mais il faut un minimum quand même. Il faut absolument avoir le soutien de votre direction, ça c'est mon premier conseil. Et donc effectivement leur apporter des preuves comme quoi voilà, vous êtes légitime et comme quoi il y a un besoin. Et si vous n'avez pas encore de plan ou de matière en termes de marque employeur, vous pouvez identifier les besoins et pour justement les besoins urgents pour l'activité, la production et le manque à gagner. Deuxième point, c'est rester aligné avec votre marque. La marque commerciale, c'est indispensable. La marque commerciale, en général, elle est un peu plus puissante que la marque employeur. L'inverse existe aussi, mais c'est plus rare. Il faut absolument capitaliser sur la puissance de la marque. Même si la marque ne vous plaît pas, vous n'avez pas le choix. Il faut rester aligné avec cette marque. Et si cette marque elle a une mauvaise presse ou une mauvaise perception, il faut essayer de faire de ces obstacles ou de ces difficultés des opportunités, et juste ne pas mentir, ne pas cacher la vérité, mais de regarder la situation d'un autre prisme, d'un prisme plus constructif pour le candidat. Puisqu'il n'y a pas que du négatif, il n'y a jamais que du négatif, il y a toujours du positif. Donc voilà, aborder prendre le prisme positif de votre marque et foncer. Si vous n'êtes pas aligné avec votre marque, vous allez vous épuiser. Parce que vous allez vous battre contre la marque qui va être au final plus forte. Donc du coup, vous allez vous épuiser et voilà, vous n'allez pas arriver à atteindre vos objectifs.
Donc ça, c'était voilà, mes conseils, et également ne pas voilà, idéaliser l'entreprise, voilà, rester authentique, dire les choses. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais en tout cas, il ne faut pas mentir. Et il ne faut pas que ça soit déceptif quand le candidat vient, parce que du coup, vous perdrez de l'argent. Pour qu'un recrutement soit rentable, il faut que la personne reste au moins 3 ans dans l'entreprise. Si elle part avant les 3 ans, ça vous coûte plus cher. Le recrutement vous coûte plus cher. Donc l'idée, c'est que le candidat reste et que ça matche. Et même en interne, quand un candidat part, c'est pas bon pour l'équipe non plus. C'est beaucoup de ressources, de frais générés. Donc voilà, c'était mes petits conseils Air France. Et pour conclure, déjà, je serais ravi d'échanger avec vous et d'avoir vos conseils aussi à vous, parce que ça se construit en collectif, ces sujets-là. Moi, je m'étais noté 3 choses. La première, mais je l'ai dit, c'est juste de ne pas le voir de manière isolée, sujet employeur. Voilà, d'où la communication employeur au service d'une marque globale. Ça va vous faciliter la vie et ça va permettre d'éduquer sur le sujet. Deuxième chose, je suis un peu redondant finalement avec ce que j'ai pu dire tout à l'heure, mais c'est montrer l'unicité, la singularité. Voilà. Et moi, l'obsession, c'est dire qu'est-ce qui fait que mon entreprise est unique et comment le communiquer. Donc on en vient au 3e point, comment le communiquer. C'est de faire appel à nos meilleurs égéries et ambassadeurs. Ce sont nos équipes. Donc c'est de les outiller, de leur donner les moyens, de raconter avec sincérité, authenticité ce qu'elles vivent au quotidien. Voilà. Donc en synthèse, comme employeur et nos marques employeurs, voilà, unicité, singularité et authenticité grâce à nos collaborateurs qui sont nos meilleurs ambassadeurs, ambassadrices pour raconter nos entreprises. Non, je voulais juste dire, en fait, la marque employeur, elle ne s'invente pas, elle ne se décrète pas. En fait, elle est déjà au sein de vos entreprises. Il faut juste la percevoir et la faire vivre. Mais on a tous, toutes les entreprises ont une marque employeur, plus ou moins développée, plus ou moins riche. Mais vous l'avez déjà et il faut juste peut-être la structurer et la faire vivre, mais ça se décrète pas et ça se crée pas comme ça. C'est pas comme on parle d'EVP, mais voilà, la marque employeur, c'est la culture de l'entreprise, c'est les salariés. Exactement, très bon ajout. Merci Valérie. C'est peut-être le temps des questions-réponses. Je sais pas comment tu veux faire, Nassim. Bon, il y a 2 écoles. Donc, soit on reste là, on poursuit l'échange, le temps d'échange, ou soit on le fait format réseautage devant un petit café, juste devant. Et je pense que les intervenants sont hyper disponibles pour échanger avec, peut-être pas avec tout le monde, mais je pense, vous allez tous rester, j'imagine. Donc moi, je vous invite à poursuivre devant le brunch. Et je pense que les conférenciers vont se rendre disponibles pour répondre à vos questions. Et comme a dit Kamel, si vous avez des petits tips aussi à leur donner. Donc il ne faut pas hésiter. Donc en tout cas, merci du fond du cœur au nom de la ville, en mon nom, au nom de mon équipe aussi qui m'a aidé aussi à organiser cet événement, d'être là ce matin à Courbevoie. Donc j'espère vous revoir bientôt. Il y aura d'autres events à venir. Donc restez connectés et voilà, donc je vous souhaite une belle fin de journée si on ne se revoit pas et je vous remercie encore. Et un grand merci aussi à toi Nassim, à toute ton équipe et puis nos 3 participants avec des réponses hyper riches. Voilà.